La terre noire d'Ukraine, entre bienfaits et malédictions, la mémoire enfouie sous les sillons. Il existe, quelque part au cœur de l'Europe orientale, une terre qui ne devrait pas exister en telle quantité ailleurs sur le globe. Elle est noire, pas brune, pas grise, noire, comme du marc de café encore humide, comme quelque chose qui a été vivant et qui, d'une certaine façon, l'est resté. Par endroits, elle plonge sur 1 mètre entier sous la surface. Creusez-y une fosse, et ce n'est pas de la terre que vous regardez. Ce sont 10 000 années empilées, saison après saison, siècle après siècle. Les paysans qui la cultivent l'appellent simplement la terre noire. Les savants, avec moins de poésie, la nomment le sol le plus fertile de la planète. Et un seul pays en détient environ 1/4 de la totalité mondiale. Commençons par une énigme, avant même de savoir où nous sommes. Imaginez un pays plat, sans relief spectaculaire, sans sommet qui accroche le regard sur les cartes touristiques, et pourtant capable dans une année ordinaire de nourrir 400 millions d'êtres humains. Pas ses propres habitants, d'autres. Des inconnus en Égypte et au Liban, en Somalie, au Bangladesh, en Indonésie, qui ne verront jamais ces plaines, qui mordent chaque matin dans un pain pétri avec un grain poussé sur un sol qu'ils seraient bien en peine de situer sur un planisphère. Voilà l'un des plus vastes moteurs alimentaires de la Terre, discret, plat, sans éclat apparent. Un pays qui fournit 1/10 des calories échangées dans le commerce mondial et qui, en retour, ne demande presque aucune attention. Et pourtant, durant l'hiver 1933, sur ce même sol, exactement ce sol-là, des hommes, des femmes et des enfants sont morts de faim par millions. Pas à cause d'une sécheresse, la récolte avait été correcte. Pas à cause d'une guerre, il n'y en avait aucune. Ils sont morts parce que leur grain leur a été arraché, sac après sac, maison après maison, puis expédié au loin, tandis que des soldats postés aux abords des villages leur interdisaient de fuir. La terre qui nourrissait le monde ne parvenait plus à nourrir ceux qui se tenaient debout sur elle. Ces deux vérités coexistent, aussi inconciliables soient-elles. Le sol le plus fertile de la terre, la famine la plus meurtrière que l'Europe ait connue en temps de paix. Toutes deux se sont produites dans les mêmes champs, à l'intérieur d'une même mémoire vivante, et la distance qui les sépare est exactement celle qu'il faut parcourir pour commencer à comprendre ce pays. Alors, comment une terre nourricière pour le monde entier a-t-elle pu devenir, un jour, une terre où l'on ne pouvait plus manger? La réponse, ici, commence toujours de la même façon, par l'herbe. Nous sommes en Ukraine, 600 000 km², le plus grand pays entièrement situé en Europe, plus vaste que la France. Et presque tout sur cette étendue est plat. Il n'existe pas de véritables montagnes, sinon tout au bord du territoire, les Carpates, loin à l'ouest, et une chaîne basse qui longe la côte de Crimée, au sud. Entre les deux, sur des centaines de kilomètres dans toutes les directions, la terre s'ouvre, simplement, sans obstacle. Une plaine posée au bas du continent, inclinée doucement vers la mer Noire, drainée par de grands fleuves lents qui, depuis 3000 ans, portent sur leurs eaux des barques, des armées et du grain. Environ les 2/3 du pays reposent sur cette terre noire. 65% de l'Ukraine forme l'espace agricole le plus productif d'Europe. Et à l'intérieur de ses frontières se trouve à peu près 1/4 des réserves mondiales de tchornosium, la terre noire. C'est la raison pour laquelle on a surnommé ce pays le grenier à blé de l'Europe depuis que l'Europe a besoin de pain. C'est la raison pour laquelle des empires se le sont disputés pendant des siècles. C'est plus encore que la langue, plus que les frontières, plus que le drapeau, ce qui a façonné ce que signifie vivre ici. Pour comprendre l'Ukraine, on ne commence pas par ses villes, ni par ses rois, ni par ses guerres. On commence par le sol. Car la terre noire n'est pas un cadeau. C'est une dette que la terre s'est payée à elle-même, lentement, sur des millénaires. Et elle continue, aujourd'hui encore, d'en percevoir les intérêts. Imaginez ce lieu à la fin de la dernière ère glaciaire. Aucune ferme, aucune clôture, presque personne, rien qu'une herbe. Un océan végétal s'étirant depuis les confins de l'Europe jusqu'au cœur de l'Asie centrale, plus haute qu'un homme en été, ployant sous un vent qui jamais tout à fait ne s'arrête. C'est la steppe. Et la steppe, en réalité, est une fabrique de sol. Chaque année, l'herbe poussait, chaque hiver, elle mourait, et ses racines, denses, fibreuses, plongeant parfois jusqu'à 2 mètres, mouraient avec elle. Ailleurs, sous un climat plus doux et plus humide, toute cette matière végétale se serait simplement décomposée à la surface et aurait disparu. Mais ici, les hivers étaient assez froids pour ralentir la putréfaction, et les étés assez secs pour empêcher les pluies d'emporter les nutriments. Alors, au lieu de s'effacer, l'herbe morte s'enfonçait dans le sol. Les vers de terre n'entraînaient sous la surface.
Les micro-organismes la transformaient en une substance sombre et stable, l'humus. Année après année, siècle après siècle, pendant 10 000 ans. Le résultat est un sol capable de retenir de 4 à 16% de matière organique, quand la plupart des terres agricoles du monde peinent à en conserver 2. Un sol riche en azote et en phosphore, meuble, bien aéré, capable d'absorber les pluies de printemps et de garder cette humidité jusque dans la sécheresse de juillet. Un sol si sombre qu'il paraît brûler, si profond qu'au cœur du pays, il peut courir sur 80 cm, parfois 1 mètre complet, avant de céder la place à l'argile plus pâle en dessous. En 1883, un géologue nommé Vassili Dokuchaïev vint sur la steppe pour en percer le mystère. Il creusa des fosses, il mesura les strates et il forgea une idée qui, jusque-là, n'avait jamais vraiment existé. Que le sol n'est pas simplement de la roche broyée, pas simplement de la terre, mais un corps vivant, le produit conjugué du climat, de l'herbe, des animaux et du temps. Il donna à la terre noire son nom scientifique, Chornosium, des mots signifiant noir et sol, et fonda ainsi toute une science. L'étude du sol comme organisme vivant est née, plus ou moins, dans ces champs-là. Dokuchaïev comprit avec ses instruments ce que les paysans savaient déjà avec leurs mains. Un seul hectare de bon Chornosium surpasse une terre pauvre, même noyée sous les engrais. La terre noire n'a besoin de presque rien. Elle donne, tout simplement. Ce qui explique précisément pourquoi les hommes n'ont jamais cessé d'essayer de la lui prendre. Un tel sol est rare. Il n'existe que quelques grandes ceintures de terre noire sur toute la planète. Les prairies du Midwest américain, la pampa argentine, les plaines du Canada et celle-ci, la plus vaste de toutes, qui court à partir de la Roumanie, traverse l'Ukraine et se prolonge jusqu'en Russie et au Kazakhstan. Partout où elle apparaît, elle engendre un grenier à blé. Partout où elle apparaît, elle finit par nourrir bien plus de bouches qu'il n'y aura jamais d'habitants sur elle. La terre noire, en un sens très réel, fait partie de ce qui permet au monde moderne d'être aussi peuplé qu'il l'est. Et parmi toutes ces ceintures fertiles, celle d'Ukraine possède le plus ancien passé de terre nourricière pour les étrangers. Les Grecs achetaient déjà son grain il y a 25 siècles. Rome s'appuyait sur ses récoltes. L'Empire gouverné depuis Moscou l'appelait son grenier. Bien avant que quiconque songe à compter 400 millions de bouches, ce sol était déjà l'endroit vers lequel se tournait le reste du monde quand la faim le pressait. Mais la steppe qui a bâti ce sol a, elle, presque entièrement disparu. 3 siècles de labour ont transformé la mer d'herbe en la plus vaste exploitation agricole d'Europe. La steppe sauvage, la prairie vierge d'origine, ne subsiste plus qu'en quelques fragments épars. Le plus grand d'entre eux se trouve au sud, près des abords de la Crimée, derrière une clôture qui tient depuis 1898. On l'appelle Ascania Nova. Un baron du nom de Friedrich Pfalzfein grandit là, sur l'immense domaine familial, fasciné dès l'enfance par les animaux. Devenu jeune homme, il fit ce que presque personne à son époque n'aurait songé à faire. Il clôtura un lambeau de steppe vierge, une terre que la charrue n'avait jamais touchée, et la laissa telle quelle. Puis il entreprit d'y faire venir le monde entier. Des zèbres d'Afrique, des bisons d'Amérique, des chameaux, des antilopes, des autruches. Ils arrivaient par bateau et par train, puis étaient relâchés dans l'herbe ukrainienne. Et, à la surprise générale, beaucoup d'entre eux prospérèrent. Lorsque le dernier tsar de Russie visita les lieux en 1914, il écrivit à sa mère que cela ressemblait à une image tirée de la Bible, comme si tous les animaux étaient sortis tout droit de l'arche de Noé. Mais le geste le plus important de Pfalzfein fut le plus discret. En 1899, il envoya une expédition en Mongolie, qui en ramena un petit cheval trapu, à la robe fauve, à la crinière noire et raide dressée comme une brosse. Le cheval de Przewalski. Le seul cheval véritablement sauvage qui subsiste sur Terre. Jamais domestiqué, jamais dressé, fragment vivant des troupeaux de l'ère glaciaire qui broutaient jadis cette steppe même. En quelques décennies à peine, le cheval de Przewalski s'éteignit à l'état sauvage, le dernier disparu des plaines mongoles. Et les animaux qui survécurent, la semence de l'espèce tout entière, furent précisément ceux qui vivaient derrière cette clôture, dans le sud de l'Ukraine, ainsi qu'une poignée de leurs descendants dans quelques zoos. En 1992, on les renvoya chez eux. Des chevaux issus de la lignée d'Ascania Nova furent relâchés dans la steppe mongole d'où leurs ancêtres avaient été arrachés un siècle plus tôt. Le cheval sauvage existe aujourd'hui parce qu'un homme, en Ukraine, avait décidé, sans raison pratique aucune, de préserver un coin du monde tel qu'il avait toujours été. La réserve tient toujours debout, mais la guerre l'a atteinte.
Les combats ont roulé à travers cette partie du sud, et ceux qui comptent les grues et nourrissent les chevaux ont passé ces dernières années à le faire au son de l'artillerie, entre les points de contrôle sur les routes, tandis que la steppe elle-même se retrouvait déchirée de tranchées et de feux. La dernière herbe sauvage d'Europe, gardée à travers une guerre qu'elle n'avait pas déclenchée. Se tenir dans cette prairie, c'est voir ce que fut jadis le pays tout entier. Des créatures y vivent qu'on ne trouve presque nulle part ailleurs. La saïga, une antilope au nez étrange, bulbeux et tombant. Un animal qui semble assemblé de pièces dépareillées, qui parcourt la steppe eurasienne depuis l'époque des mammouths et qui, aujourd'hui, est en danger critique d'extinction sur toute son aire de répartition. L'outarde barbu, l'oiseau volant le plus lourd d'Europe, dont un mâle peut peser autant qu'un grand chien et qui court sur le sol dégagé avant de s'arracher, presque miraculeusement, dans les airs. Dans le sol même vivent les susliques, ces petits écureuils terrestres qui se dressent, sentinelles minuscules, à l'entrée de leur terrier, et qui plongent hors de vue à la moindre ombre d'un aigle des steppes passant au-dessus d'eux. Et au printemps vient la migration. Des grues cendrées par dizaines de milliers, suivant le couloir migratoire Azov-Mer Noire qui traverse cette terre depuis bien avant qu'elle ait eu un nom. Et tout en bas, dans l'herbe elle-même, à l'échelle que la plupart des gens ne prennent jamais la peine d'observer, la steppe est tout aussi vivante. Une menthe religieuse se balance sur un épi, parfaitement immobile, à l'affût. Des pierrides marbrées dérivent entre les herbes en fleurs. Des coléoptères travaillent ce même sol que l'herbe, encore aujourd'hui, continue de fabriquer. Chacun d'eux est un fragment infime d'un système qui s'est équilibré lui-même sur des milliers d'années, le même entrelac de racines, d'insectes, de vers et de micro-organismes qui a bâti, en silence, sous leurs pas, la terre agricole la plus riche du monde. C'est cela que le sol garde en mémoire, ce qui persiste, non le blé, semé puis moissonné puis disparu, mais l'herbe, le cheval, les animaux qui étaient là avant la charrue et qui ont survécu à presque tout ce qui est venu ensuite. Ce sont les fleuves qui ont donné à cette terre ses premières villes. Le Dniepr, 4e fleuve d'Europe par sa longueur, descend du nord, des marais de Biélorussie, et parcourt plus de 2000 km jusqu'à la mer Noire, le long de l'échine du pays. Pendant l'essentiel de l'histoire humaine, dans une contrée sans montagnes à franchir et sans routes à suivre, le fleuve tenait lieu de route. Et là où le fleuve formait un coude, les villes naissaient. Il y a plus de 1000 ans, sur la rive occidentale et haute du Dniepr, s'éleva une cité qui deviendrait l'une des plus importantes du monde médiéval. Kiev. Au XIe siècle, l'État gouverné depuis cette ville, la Russe de Kiev, comptait parmi les plus vastes d'Europe. Ses princes s'unissaient par mariage aux maisons royales de France et de Byzance. Ses scribes recopiaient des livres dans un alphabet nouveau. Et en 1037, ses souverains firent élever une cathédrale, Sainte-Sophie, couronnée de 13 coupoles, aux murs revêtus de mosaïques dorées et de fresques dont une grande partie subsiste encore aujourd'hui. Près de 1000 années d'encens, d'invasion et de prières sous le même plafond. Non loin de cette cathédrale, la colline qui domine le fleuve est creuse. Sous les coupoles dorées de la lore des grottes de Kiev, un réseau de tunnels étroits, creusés par des moines il y a près de 1000 ans, s'enfonce dans l'obscurité fraîche. Là reposent, depuis des siècles, les corps de saints et d'ascètes, naturellement conservés, attirant encore des pèlerins qui descendent, cierges fins à la main, prier dans des passages à peine assez larges pour une seule personne. C'est l'un des lieux les plus sacrés du monde orthodoxe. Il a survécu, tout comme la ville au-dessus de lui, à presque tout. Kiev a été mise à sac et rebâtie plus de fois que la plupart des villes n'ont même existé. Les Mongols la réduisirent en cendres en 1240. Elle fut gouvernée depuis Vilnius, depuis Varsovie, depuis Moscou et depuis elle-même seule. C'est l'une des plus anciennes capitales d'Europe habitée sans interruption, et elle a passé l'essentiel de ses siècles à appartenir, sur le papier, à quelqu'un d'autre. Voilà le schéma qui se répète partout dans ce pays. La terre est trop précieuse pour qu'on la laisse tranquille, et trop vaste pour qu'on la tienne tout entière. Alors on la prend, encore et encore, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ceux qui vivent dessus demeurent. De ce schéma est né un peuple particulier. Au XVe et XVIe siècle, la steppe ouverte du sud et de l'est formait une frontière dangereuse, un no man's land entre l'Europe sédentaire et les empires rasieurs venus d'ailleurs. Ceux qui choisissaient d'y vivre devaient savoir cultiver la terre et se battre au cours d'une même saison. Ils s'organisèrent en confréries guerrières autonomes, élirent leur propre chef et ne répondirent, en théorie, à aucun roi. C'étaient les Cosaques, et leur bastion, sur une île fortifiée au milieu des rapides du Dniepr, s'appelait la Sich Zaporog.
Les Cosaques devinrent ce que la steppe eut de plus proche d'une société libre, armée, mobile, farouchement indépendant, liés par leur propre code. En 1648, leur chef Bohdan Khmelnytsky souleva une vaste révolte qui brisa pour un temps l'emprise polonaise sur une grande partie du territoire et fit naître, l'espace de quelques années, un État cosaque. Pour les Ukrainiens, les Cosaques sont la racine d'une idée nationale, que le peuple de la Terre Noire ne répond qu'à lui-même. On peut encore voir cette idée cousue dans le tissu. La vychivanka, la chemise brodée, se porte à travers toute l'Ukraine, et les motifs changent d'une région à l'autre. Fils rouges et noirs entrelacés au centre du pays, croix géométriques, arbres de vie, symboles protecteurs répétés à la main depuis des siècles. On dit que les Cosaques les portaient au combat, comme une armure, non pas contre les lames, mais contre le destin. Chaque ligne de la broderie a un sens. Un carré pour la terre nourricière, un champ, un cercle pour le soleil, un arbre pour la famille, les générations, la racine. C'est une forme silencieuse de mémoire, une manière de porter sur son propre corps ce que l'on est, dans un lieu où presque tout le reste pouvait vous être arraché. La même impulsion façonne la manière dont les Ukrainiens ont toujours marqué le passage des saisons. Au printemps, avant Pâques, ils confectionnent la pisanka. C'est un œuf écrit plutôt que peint. Le mot vient de pisati, écrire. Tracer ligne après ligne à la cire d'abeille chaude, avec un fin stylet, puis plonger teinture après teinture, du plus clair au plus sombre, la cire retenant chaque couleur jusqu'au moment final où on la fait fondre pour révéler un dessin construit en couches qu'aucun regard, à lui seul, ne saurait embrasser d'un coup. Les motifs reprennent les mêmes symboles anciens que ceux de la broderie. L'œuf lui-même est une prière conservée dans la maison pour la protéger, offert en cadeau, jamais mangé. Et lors d'un mariage, on présente le korovaï, un grand pain rond, tressé, orné de petits oiseaux de pâte et d'épis de blé, cuit avec le grain de la terre noire et partagé entre les invités. Dans une culture bâtie sur le sol et la moisson, le pain n'est jamais simple nourriture. Il est au centre de chaque seuil franchi, de chaque bénédiction, de chaque accueil. La terre a même façonné la poésie du pays. En 1814, naît un garçon nommé Taras Shevchenko, serf, propriété légale d'un propriétaire terrien, comme des millions d'autres paysans attachés à ses champs. Il fut racheté de sa servitude, jeune homme, grâce à son talent pour le dessin, et devint peintre, puis quelque chose de plus grand encore. Il écrivit en ukrainien, la langue du village et du champ, à une époque où l'Empire l'a traité comme un simple dialecte paysan, indigne de littérature. Ses poèmes donnèrent au peuple de la Terre Noire une voix pour dire sa propre terre, son propre deuil, sa propre dignité. Il demeure, encore aujourd'hui, ce que l'Ukraine possède de plus proche d'un père fondateur, un homme né sans rien posséder, pas même lui-même, qui a offert à une nation ces mots. Ces mots ont voyagé par une route singulière. Pendant des siècles, l'histoire de la steppe ne s'est pas transmise dans les livres, mais en chansons, portées par des ménestrels aveugles et itinérants, les kobzars, qui allaient de village en village avec un instrument à cordes, la bandoura, chantant les vieilles épopées des Cosaques, de la captivité et de la terre. Ils formaient une bibliothèque vivante qui parcourait le pays à pied. Dans les années 1930, on rapporte que l'État soviétique les rassembla et les fit taire, comme on brûlerait une archive, parce qu'un peuple qui se souvient de sa propre histoire est plus difficile à soumettre. Loin à l'ouest, la plaine finit par s'élever. Les montagnes des Carpates dessinent une courbe dans le coin du pays. Pas très haute, à la mesure des Alpes, leur point culminant, le Haut-Verla, dépasse à peine 2000 mètres, mais ancienne, arrondie, couverte de forêts. Et dans ces montagnes poussent quelques-unes des dernières forêts primaires d'Europe, des hêtraies jamais exploitées, où les arbres tombent, pourrissent et repoussent au même endroit depuis des millénaires, intactes. Elles sont aujourd'hui protégées par l'UNESCO, vestiges de la grande forêt sauvage qui recouvrait autrefois tout le continent. Des créatures disparues depuis longtemps du reste de l'Europe survivent ici. Le bison d'Europe, le zoubre, le plus grand mammifère terrestre du continent, survivant massif et hirsute, chassé jusqu'à l'extinction à l'état sauvage au début du XXe siècle. Chaque bison d'Europe vivant aujourd'hui descend d'une poignée d'animaux gardés en captivité, ramenés du bord de l'abîme puis relâchés dans des forêts comme celle-ci. Le lynx se déplace dans l'ombre des hêtres. L'ours brun hiberne encore dans les hautes vallées. Le loup court toujours sur les crêtes, le même loup qui les a toujours parcourus.
Et dans les villages, nichés au creux de ces montagnes, vivent les Hutsul, un peuple montagnard doté de son propre dialecte, de sa propre musique, de ses costumes tissés aux couleurs vives, qui font paître leurs troupeaux dans les hautes prairies et sculptent, brodent, à travers les longs hivers, préservant un mode de vie que la plaine, elle, a abandonné depuis des générations. Leurs fêtes suivent encore l'ancien calendrier. Au solstice d'été, la nuit d'Ivana Kupala, les jeunes gens sautent encore par-dessus les feux de joie et font descendre sur les rivières des couronnes portant des bougies allumées, un rite plus ancien que les églises qui ont tenté, en vain, de le remplacer. Au pied des montagnes se trouve Lviv. Pendant des siècles, Lviv a regardé vers l'ouest, non vers l'est. Gouvernée par la Pologne, puis par l'Empire des Habsbourg depuis Vienne, elle porte encore cette histoire dans ses rues. Une vieille ville pavée, restée largement intacte à travers les guerres, des cafés où la culture des maisons de café d'Europe centrale n'est jamais morte, des églises de 6 confessions différentes à quelques pâtés de maisons l'une de l'autre. Lviv est le cœur culturel de l'Ukraine occidentale, une ville qui ressemble à une porte entre deux moitiés du continent, et un rappel que ce pays n'a jamais été une chose simple et unique. Il a toujours été un lieu de rencontre entre empires, entre confessions, entre Est et Ouest, tenus ensemble, en définitive, par la terre qui les porte tous. Pendant l'essentiel des 3 derniers siècles, tout cela, le sol, les fleuves, les villes, les gens, fut gouverné depuis ailleurs. L'Ukraine passa des générations entières comme province d'empire plus vaste, sa langue découragée, son grain confisqué, son nom traité comme celui d'une région plutôt que d'une nation. Puis, en 1991, tandis que l'Union soviétique se dissolvait, les Ukrainiens votèrent massivement pour l'indépendance, et un pays qui vivait depuis des siècles au fond des cœurs exista enfin sur la carte. C'était, à l'échelle de l'histoire, extrêmement récent. La terre en dessous, elle, était extrêmement ancienne. La distance entre ces deux faits explique beaucoup de ce qui a suivi. Entre les montagnes et la mer, le pays est cousu ensemble par l'eau et la pierre. Le Dniepr est retenu par une chaîne d'immenses réservoirs qui éclairent les villes et font tourner les turbines de toute une nation. Au sud-ouest, le Danube, le grand fleuve d'Europe, achève enfin son voyage, se divisant en un labyrinthe de roseaux, de chenaux et de lagunes, avant de se jeter dans la mer Noire. Le delta du Danube compte parmi les plus vastes zones humides du continent, un refuge de pélicans et d'espèces de hérons rares en Europe. Au nord, le long de la frontière avec la Biélorussie, s'étendent les marais du Pripyat, une forêt inondée grande comme un petit pays, la plus vaste zone humide de toute l'Europe, où la terre et l'eau n'ont jamais tout à fait su se départager une frontière. Et sous la terre noire repose une seconde fortune. À l'est, autour de la ville de Kryvyi Rih, se trouvent quelques-uns des plus grands gisements de minerais de fer de la planète. Non loin, l'une des grandes réserves mondiales de manganèse. Le Donbass, plus à l'est encore, s'est bâti sur le charbon. Pendant plus d'un siècle, cette combinaison, terre noire au-dessus, charbon noir et fer en dessous, a fait de l'Ukraine l'un des morceaux de terre les plus précieux d'Eurasie, une terre capable à la fois de vous nourrir et de vous armer. Ce n'est pas un hasard si c'est le coin d'Europe le plus disputé par les armes. Il y avait rarement, ailleurs, autant de raisons de se battre. On peut lire les strates de cette histoire dans une seule ville. Au sud-ouest se dresse Kamianets-Podilski, petite cité bâtie à l'intérieur d'une boucle de canyon fluvial, cernée sur 3 côtés de parois rocheuses abruptes, gardée par une forteresse de pierre qui changea de main entre la Pologne, la Turquie et une dizaine d'autres puissances. Au sud, la steppe de Tavri descend en pente douce vers la Crimée, cette péninsule tiède qui s'avance dans la mer Noire, convoitée et disputée depuis l'époque des Grecs. Kharkiv, au nord-est, Dnipro, sur son grand fleuve, Odessa, sur la côte. Chacune porte son propre siècle, ses propres maîtres, ses propres cicatrices. Aucun récit unique ne les réunit toutes, seule la terre le fait. Le Grand Sud raconte sa propre version de l'histoire du pays. Pendant l'essentiel de son histoire, la steppe proche de la mer Noire était trop sèche pour être cultivée de façon fiable, un sol fertile, mais pas assez de pluie. Alors, au XXe siècle, des ingénieurs creusèrent un grand canal à travers la terre, transportant l'eau du Dniepr sur plus de 400 km vers le sud, et transformèrent en un paysage verdoyant la plaine aride de Tavri et le nord de la péninsule de Crimée. Des champs de céréales, des vergers, des melonnières apparurent là où l'herbe avait toujours brûlé, jauni, dès le mois de juillet.
Ce fut un acte de volonté considérable, arroser délibérément un quasi-désert pour qu'il nourrisse des hommes. Mais ceux qui avaient vécu le plus longtemps sur cette péninsule n'étaient plus là pour le voir. Les Tatars de Crimée, peuple musulman natif de la Crimée depuis des siècles, furent déportés dans leur intégralité en 1944, chargés dans des trains en l'espace de quelques jours, expédiés vers l'Asie centrale, où des milliers d'entre eux périrent en chemin ou peu après leur arrivée. Il fallut attendre près d'un demi-siècle avant qu'on les autorise à revenir. Le schéma, désormais, nous est familier. Un peuple chassé de sa terre, la terre conservée, la moisson récoltée par d'autres. Et au nord, il existe un lieu où les hommes sont partis et où le sauvage est revenu. Le 26 avril 1986, un réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose au cours d'un essai de sécurité mal conduit. C'est le pire accident nucléaire de l'histoire. Un nuage radioactif dérive au-dessus de l'Europe. Dans les jours qui suivent, les autorités évacuent la ville de Pripyat et les localités environnantes. Des dizaines de milliers de personnes, à qui l'on avait dit de préparer un seul sac pour 3 jours, ne rentreront jamais chez elles. Une zone grande comme un petit pays est scellée, abandonnée. Et alors se produisit quelque chose que personne n'avait prévu. Les hommes partis, les animaux sont revenus. La zone d'exclusion, empoisonnée, interdite, mortelle à habiter, est devenue par accident l'un des plus vastes refuges naturels d'Europe. Des loups rôdent dans les rues désertes. Des sangliers fouillent les planchers des maisons abandonnées. Élans et cerfs traversent la forêt, reconquérant les champs. Et, dans un ultime écho étrange, un troupeau de chevaux de Przewalski, ces mêmes chevaux sauvages de l'ère glaciaire, fut relâché dans la zone à la fin des années 1990. Ils y prospèrent encore, broutant parmi les bâtiments morts, dans ce seul endroit du continent où l'homme est le danger et où les animaux, eux, sont en sécurité. La radiation, elle, est bien réelle. Le tort qu'elle cause à la faune fait débat et est presque certainement présent. Mais la vérité plus vaste est difficile à contester. Ôtez les hommes et la terre ne meurt pas. Elle se remplit de vie presque aussitôt, comme si elle n'avait fait qu'attendre. C'est la même leçon que donne la steppe, écrite d'une main plus sombre. Ce sol veut vivre, il faut beaucoup d'efforts pour l'en empêcher. Mais l'effort, précisément, c'est ce que cette terre a toujours reçu. Pendant la majeure partie de l'année, la grande plaine du centre et du sud est entièrement livrée aux cultures. En plein été, elle vire alors, pas seulement à cause du blé, mais des tournesols, des millions de tournesols, tournant la tête au fil de la journée pour suivre la lumière. L'Ukraine est le premier producteur mondial d'huile de tournesol. Plus de la moitié de toute l'huile de tournesol échangée dans le monde est pressée à partir de graines cultivées sur ce sol. La fleur est devenue ces dernières années un symbole du pays lui-même, vive, commune, enracinée, impossible à ignorer. Les chiffres sont difficiles à embrasser d'un seul regard. Une bonne année avant la guerre, l'Ukraine récoltait plus de 80 millions de tonnes de céréales. Elle figurait parmi la poignée des tout premiers exportateurs mondiaux de blé, de maïs, d'orge, de colza. Son maïs nourrissait le bétail en Chine et des populations entières au Proche-Orient. Son blé devenait pain en Égypte, au Liban, au Yémen, au Bangladesh, des pays qui importaient la majorité de leurs grains, souvent depuis ici. 36 nations dépendaient de cette région pour plus de la moitié de leur approvisionnement en céréales. Voilà ce que signifie nourrir 400 millions de personnes. Ce n'est pas un slogan, c'est un fait logistique, répété à chaque moisson, presque toujours invisible aux yeux de ceux qu'il maintient en vie. L'agriculture qui produit tout cela n'a rien d'une carte postale. Une grande partie de la terre noire est exploitée à une échelle considérable. Des exploitations uniques de dizaines de milliers d'hectares, gérées par des sociétés agricoles disposant de leurs propres silos, de leurs propres wagons, de leur propre flotte de moissonneuses avançant dans le blé en formation, comme des navires en mer. Un seul grand groupe agricole ukrainien peut cultiver une surface plus vaste que certains pays entiers. La récolte se déverse depuis ces champs dans une chaîne conçue pour ne jamais s'arrêter. Du camion au silo, du silo au wagon, du wagon à la péniche, de la péniche au port. Et à côté des géants, l'ancienne façon de faire persiste. Dans des milliers de villages, les familles cultivent encore un lopin de jardin, quelques rangées de pommes de terre et de haricots, des tournesols, une vache, quelques poules. C'est cette petite agriculture qui a nourri les gens à travers chaque effondrement subi par le système à grande échelle. Quand les silos sont bloqués et que les marchés faillissent, c'est le lopin du village qui garde une famille en vie. La terre noire nourrit le monde au sommet et le foyer à la base. Et elle a toujours fait les deux à la fois, ce qui rend d'autant plus difficile à comprendre ce qui s'est passé en 1933.
Au début des années 1930, cette terre appartenait à l'Union soviétique, et l'Union soviétique avait décidé de refaçonner la campagne par la force. Le plan s'appelait la collectivisation. Des paysans qui cultivaient leur propre lopin depuis des générations furent sommés d'abandonner leurs terres, leurs outils, leurs bêtes, au profit de grandes fermes collectives dirigées par l'État. Ceux qui résistaient, et les Ukrainiens résistèrent plus que la plupart, furent désignés comme ennemis. Les paysans les plus aisés, ceux qui possédaient quelques têtes de bétail de plus que les autres, furent qualifiés de koulaks, dépouillés de tout, déportés ou tués. La production s'effondra, comme elle le fait toujours quand on retire la terre à ceux qui savent la travailler. Mais la réponse de l'État à la pénurie ne fut pas d'en demander moins, ce fut d'en exiger davantage. En 1932, Moscou fixe pour l'Ukraine des quotas de livraison de grains que la terre ne peut tout simplement pas atteindre. Quand les villages ne parviennent pas à livrer, des brigades de militants du parti sont envoyées pour prendre le grain de force. Elles fouillent les maisons. Elles enfoncent de longues tiges de métal dans le sol et dans les meules de foin, à la recherche de grains cachés. Elles confisquent non seulement le blé, mais la semence, les haricots, les pommes de terre, la dernière nourriture qui restait dans la maison. Une loi est votée qui fait de la simple prise d'une poignée de grains dans un champ collectif un crime passible de mort. Des gens sont abattus pour avoir glané des épis oubliés dans leur propre champ après la moisson. Puis les frontières des villages sont fermées, interdiction de partir chercher de la nourriture ailleurs. Les laissez-passer sont refusés. Les affamés sont retenus sur place, dans leur propre maison, sur la terre agricole la plus fertile d'Europe. La nourriture confisquée et les issues verrouillées. Ce qui suivit, au cours de l'hiver et du printemps 1933, fut une mort à une échelle presque impossible à décrire et qui, pendant des décennies, fut presque impossible même à prononcer à voix haute. Dans les villages, les gens mangeaient de l'herbe, de l'écorce, du cuir. Leur corps enflait de faim, puis ils mouraient, chez eux, sur les routes, dans les champs. Quand cela prit fin, quelque part entre 3 et 5 millions de personnes étaient mortes de faim en Ukraine. Un quart d'entre elles, selon certaines estimations, étaient des enfants. On appelle cela l'holodomor, mot formé sur les racines de la faim et de l'extermination. La mort infligée par la faim. Le fait le plus accablant reste le plus simple. Il y avait du grain. Au cours du mois même où les Ukrainiens mouraient de faim, l'Union soviétique exporta plus d'1 million de tonnes de céréales à l'étranger, vendant la moisson de la terre noire contre des devises étrangères, tandis que ceux qui l'avaient cultivée mouraient dessus. La famine ne fut pas un échec du sol. Le sol fit exactement ce qu'il fait toujours. La famine fut une décision. Au reste du monde, on raconta, pour l'essentiel, que rien ne se passait. Au printemps 1933, un jeune journaliste gallois nommé Gareth Jones s'échappe de ses accompagnateurs officiels, descend d'un train au cœur de la campagne ukrainienne et marche de village en village, à pied. Il voit les maisons vides, il parle aux affamés, il note tout. Et lorsqu'il regagne l'Occident, il tient une conférence de presse et déclare au monde, sans détour, il existe une famine en Ukraine et elle est provoquée par l'homme. On le traita de menteur. Le correspondant occidental le plus respecté de Moscou, un homme qui avait remporté le prix Pulitzer pour ses reportages, réfuta publiquement le témoignage de Jones et assura au monde qu'il n'y avait aucune famine, que ses récits n'étaient qu'exagérations. Le déni tint bon. Le grain continua de circuler. Et Gareth Jones, qui avait dit la vérité, fut tué 2 ans plus tard dans des circonstances troubles, lors d'un reportage en Asie, la veille de son 30e anniversaire. L'Ukraine a depuis reconnu l'Holodomor comme un génocide. Plus de 2 de pays partagent cette reconnaissance. Pendant 50 ans, on ne pouvait même pas le nommer. L'État soviétique niait que la famine ait jamais existé, l'effaçait des livres d'histoire, punissait ceux qui osaient en parler. Les survivants l'ont porté en silence jusque dans leur vieillesse, jusque dans leur tombe. Ce n'est qu'après l'indépendance que le pays a pu élever son mémorial, une statue fine et endeuillée d'une jeune fille, à Kiev, serrant contre elle quelques épis de blé. Ce n'est qu'alors qu'il a pu enfin dire à voix haute ce qui avait été fait et à qui. Laissez cela résonner un instant. La terre qui nourrit 400 millions d'inconnus fut, un jour, délibérément utilisée pour affamer les siens. La même terre noire, les mêmes champs où les tournesols tournent la tête vers le soleil, ce sol le plus généreux de la planète transformé en instrument de mort. C'est la contradiction qui loge au cœur de ce pays et elle ne s'est, à ce jour, jamais tout à fait résolue.
On peut se demander, honnêtement, comment un peuple porte en lui à la fois cette fierté d'avoir nourri le monde et cette blessure d'avoir été affamé par ceux-là même qui prenaient sa récolte. Pour voir comment le grain quitte réellement cette terre, comment la terre noire atteint ses 400 millions de bouches, il faut se rendre sur la côte, à Odessa. Odessa se dresse sur le rivage nord de la mer Noire, port bâti à la fin du XVIIIe siècle pour être exactement cela, l'embouchure du grenier à blé, l'endroit où la moisson de l'intérieur rencontre la mer. Depuis 2 siècles, le grain cultivé à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres roule vers Odessa et ses ports voisins, par camion, par rail, par péniche, se déverse dans de hauts silos le long de l'eau, puis se charge dans les cales de navires en partance pour le reste du monde. Environ 90% du grain ukrainien a toujours pris ce chemin, par la mer, passant le Bosphore avant d'atteindre la Méditerranée et au-delà. Odessa elle-même est bien davantage qu'un terminal. C'est l'une des grandes villes portuaires de la mer Noire, fondée sous Catherine la Grande, dessinée par des architectes italiens et français, peuplée sur 2 siècles de Grecs, de Juifs, d'Arméniens et d'une dizaine d'autres peuples attirés par le commerce. Les écrivains l'ont aimé. Un grand escalier de pierre descend vers le port, rendu célèbre il y a 100 ans par un seul film. Pendant l'essentiel de son existence, Odessa a été un lieu d'arrivée et de départ, d'opéra, de contrebande et d'air marin. Une fenêtre cosmopolite où le cœur agricole du pays rencontre enfin le vaste monde. En année ordinaire, l'échelle en est vertigineuse. Tenez-vous près d'un terminal céréalier de la mer Noire pendant la saison des récoltes, et l'air s'épaissit de poussière tandis qu'une file sans fin de camions décharge un blé poussé dans des champs qu'on ne voit même pas depuis la côte. Le grain est trié, mélangé, stocké, puis canalisé vers des vraquiers longs comme un pâté de maison. De là, il traverse la mer dans des coques d'acier, se transforme en farine dans des villes lointaines et réapparaît, des semaines plus tard, sous forme de pain sur les tables de pays que la plupart de ces paysans ne visiteront jamais. C'est cela, la machine qui nourrit 400 millions de personnes. Et en février 2022, elle s'est arrêtée. Lorsque l'invasion à grande échelle a commencé, la marine russe a bloqué les ports ukrainiens de la mer Noire. Les navires ne pouvaient plus prendre la mer. En quelques mois, plus de 20 millions de tonnes de grains se retrouvèrent prisonnières des silos, sans nulle part où aller, un grain que des pays affamés attendaient. Les prix alimentaires mondiaux ont bondi dans les nations importatrices les plus pauvres, dans certaines régions d'Afrique et du Proche-Orient. La menace de la famine s'est rapprochée, non pas parce que la récolte avait échoué, mais parce que la récolte ne pouvait plus circuler. Le directeur du Programme alimentaire mondial l'a formulé avec une clarté brutale. Quand on retire le grenier à blé du monde du marché, le monde entier le ressent. Pendant un temps, un accord négocié par les Nations Unies et la Turquie ouvrit un corridor, et plus d'1 millier de navires purent faire sortir du grain d'Odessa et des ports voisins. Puis l'accord s'effondra, et l'Ukraine fit quelque chose qui en dit long sur ce pays. Elle ouvrit son propre corridor. Longeant sa propre côte, sous sa propre protection, elle força la réouverture d'une voie maritime à travers une mer qu'elle ne contrôlait pourtant pas. Les ports reprirent vie. Les attaques continuèrent. Frappes sur les terminaux, sur les silos, sur les navires eux-mêmes. Et le grain continua malgré tout de circuler. Un négociant sur place le décrivait, presque avec lassitude. Le marché a cessé de réagir aux attaques. Une frappe sur un port est devenue tout simplement une frappe de plus. Là où la mer était devenue trop dangereuse, l'Ukraine a fait passer son grain par le long chemin détourné. Des convois de camions et de trains l'ont porté vers l'ouest, à travers les frontières, jusqu'en Europe, les fameuses voies de solidarité, et des péniches l'ont poussé le long du Danube jusqu'au port roumain, puis à travers le delta jusqu'à la mer libre. Rien de tout cela n'était aussi bon marché, ni aussi rapide que l'ancienne route par Odessa. Tout cela a coûté davantage et transporté moins, et pourtant, cela s'est fait quand même. Un pays ne fait pas circuler, à un tel prix, l'approvisionnement alimentaire de dizaines de nations par accident. Il le fait délibérément, à grands frais, parce qu'il a décidé que nourrir le monde n'est pas quelque chose qu'il est prêt à cesser de faire. Début 2026, malgré tout cela, la machine tourne encore. Sur les 2 premiers mois de l'année seulement, l'Ukraine a exporté près de 10 millions de tonnes de produits agricoles, pour une valeur d'environ 4 milliards de dollars, avec des recettes supérieures à celles de l'année précédente. La récolte est plus modeste qu'autrefois. La guerre a pris des terres, pris des travailleurs, miné des champs, détruit des installations de stockage, poussé nombre de paysans vers l'endettement. La récolte de 2025 s'est établie autour de 50 millions de tonnes,
bien en deçà des 86 millions de la dernière année de paix. Et pourtant, l'Ukraine demeure parmi la poignée des plus grands exportateurs de céréales au monde, 3e pour le tournesol et le colza, 4e pour le maïs, parmi les 6 premiers pour le blé. Songez à ce que cela exige. Des paysans qui sèment des champs à portée de l'artillerie, des moissonneuses qui travaillent une terre peut-être minée, des navires qui traversent une mer bloquée, un pays tout entier, en guerre, qui choisit malgré tout de continuer à nourrir le monde. Non parce que le monde le paierait généreusement en retour, mais parce que c'est ce que la Terre Noire a toujours fait, et que s'arrêter aurait, d'une certaine façon, le goût d'une reddition. Le même sol qui servit, en 1933, à affamer une nation, est aujourd'hui défendu navire après navire, pour que des inconnus à des milliers de kilomètres puissent manger. On peut se demander, sincèrement, ce que l'on ferait à leur place, continuer coûte que coûte, ou tout arrêter pour se préserver soi-même d'abord. Voilà la réponse à la question posée au commencement. Comment une terre qui nourrit le monde devient-elle une terre où l'on ne peut plus manger ? Le sol, lui, n'a jamais changé. Le sol n'est pas la variable. La variable, ce fut toujours les hommes qui le contrôlent, ce qu'ils choisissent de prendre et ce qu'ils choisissent de donner. La Terre Noire ne se soucie pas de savoir à qui elle appartient. Elle était là avant les Cosaques, avant Kiev, avant que la première charrue n'ouvre le premier sillon. Elle s'est bâtie elle-même, à partir d'herbe et de patience, sur 10 000 années, et elle continuera de se bâtir longtemps après que les frontières actuelles auront été oubliées, de la même façon qu'elle a survécu à chaque empire qui l'a jamais revendiqué. Le sol est la seule chose permanente dans un pays où presque rien d'autre n'a eu le droit de durer. Mais le sol n'est pas invincible. Même en temps de paix, l'Ukraine perd chaque année environ 500 millions de tonnes de terre arable sous l'effet de l'érosion. Le coût lent d'un sol trop durement exploité, la même erreur qui, dans les années 1930, transforma les plaines américaines en poussière. Le Tchernosium a mis 10 000 ans à se former. Il ne revient sur aucune échelle de temps humaine. Ce qui est perdu est perdu. Et à présent, la Terre porte de nouvelles blessures. Des champs criblés de cratères d'obus, un sol souillé de carburant et de métal, des mines enfouies dans les sillons qu'il faudra des décennies pour désamorcer. La terre agricole la plus fertile d'Europe, marquée d'une manière qu'aucune récolte, à elle seule, ne saura guérir. Nul ne peut dire comment cela finira. Si les ports resteront ouverts, si les paysans pourront continuer de semer, si les 400 millions continueront de manger, ou si le grenier à blé du monde sera, lentement, retiré de la table pour de bon. Les grues traversent encore le ciel d'Askanianova au printemps, comme elles le font depuis avant même que ce lieu ait eu un nom. Les chevaux sauvages pèsent encore dans les rues mortes de Tchernobyl. Les hêtraies des Carpates tombent et repoussent encore sur la même terre qu'elles occupent depuis des millénaires. Et dans les villages de la Terre Noire, quand la saison le permet, on continue de cuire le pain rond, d'écrire à la cire sur les œufs, de broder dans le tissu les vieux symboles protecteurs. Une insistance tranquille, répétée depuis des siècles, qui dit simplement « Nous sommes encore là ». C'est peut-être la seule chose que cette terre ait jamais pu promettre. Non pas la sécurité, non pas la paix, pas même la certitude d'une récolte. Seulement que la Terre Noire est encore là. Toujours le sol le plus généreux de la terre, toujours à nourrir des gens qui ne connaîtront jamais son nom, et toujours, après tout ce qui s'est passé, digne d'être défendu. Reste à savoir ce que chacun, à la place de ceux qui la cultivent aujourd'hui sous le bruit du canon, aurait le courage de faire.